À la question 3, l'état de fait est le suivant. En 5 ans, Joe Berger a occasionné 37 collisions sur l'autoroute A1, toujours de la même manière. Joe freine fortement, sans aucune nécessité. Le conducteur qui le suit percute son véhicule. Joe annonce ensuite le dommage causé à l'arrière de son véhicule à l'assureur responsabilité civile du conducteur fautif et obtient à chaque fois le paiement d'une indemnité. Pour ces accidents, Joe utilise à chaque fois de vieilles voitures d'occasion qu'il a achetées pour moins de 3000 francs et qu'il ne fait pas réparer après la collision, de sorte qu'il peut occasionner jusqu'à 5 accidents par véhicule et obtenir jusqu'à 15 000 francs d'indemnité. Joe sera condamné à 3 ans de peine privative de liberté pour escroquerie par métier. Marquez d'une croix les éléments constitutifs que le juge a considérés comme réalisés pour qu'il puisse condamner Joe, des éléments constitutifs existants, mais qui ne ressortissent pas à l'escroquerie sont à marquer comme non pertinents. Vous pouvez vous référer à l'extrait du code pénal en annexe. Nous savons ici que Joe a été condamné pour escroquerie par métier, la donnée nous le dit. Si nous nous référons à l'extrait du code pénal suisse en annexe, nous voyons que pour l'escroquerie, les éléments constitutifs sont les suivants. Il faut un dessein, à savoir une intention, de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, une action astucieuse, ou le fait d'induire astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, donc l'induction astucieuse d'un tiers, des affirmations fallacieuses ou voire la dissimulation de faits vrais, et le fait de déterminer la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts. Ensuite, il y a une aggravante pour l'escroquerie par métier. Si nous revenons maintenant à notre donnée, nous savons donc que l'escroquerie par métier requiert l'intention, qui devait donc être réalisée puisque Joe a été condamné. Chose mobilière, l'escroquerie par métier n'en parle pas, ce n'est pas une condition nécessaire. Faut-il une astuce? Oui, nous avons vu qu'il fallait l'astuce. Il faut également l'acte de disposition du lésé. Faut-il un dessein d'appropriation? Eh bien, la disposition ne le mentionne pas. Faut-il une atteinte aux intérêts pécuniaires de tiers? S'entend? Eh bien, oui. Voici donc là où les croix auraient dû être placées pour obtenir les 3 points de la question. À la question 4.1, concernant la poursuite pour dette et faillite, il fallait indiquer en cochant la case appropriée le mode de poursuite applicable à certains cas, 3 cas spécifiquement. Nous voyons que la question offre 2 alternatives, soit la saisie, soit la faillite. Avant de répondre ou avant de nous plonger dans les cas de figure présentés, nous allons prendre la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, et spécifiquement les règles concernant les divers modes de poursuite que nous trouvons au titre 2e, une partie 1 qui s'intitule de manière très évocatrice les divers modes de poursuite pour dette, et nous allons prendre les articles 39 qui concerne la poursuite par voie de faillite et l'article 42 concerne la poursuite par voie de saisie. Nous voyons tout de suite que l'article 42 alinéa 1 nous dit simplement que la poursuite par voie de saisie est un mode de poursuite par défaut, c'est-à-dire que dans tous les cas qui ne sont pas prévus par la loi comme étant un cas de poursuite par voie de faillite, eh bien la poursuite par voie de saisie s'applique. Si nous retournons à la donnée, à la question A, nous voyons qu'il s'agit d'une créance de l'administration fédérale et des contributions qui poursuit une société anonyme pour des dettes échues de TVA pour le 4e trimestre 2017. Si nous prenons l'article 39 de la loi, nous voyons que, en principe, une société anonyme fait l'objet de la poursuite par voie de faillite. Nous la trouvons